Crise politique au Sénégal. Dos au mur, Macky Sall appelle à une concertation nationale. Objectif, déboucher sur un consensus. Trouver une date pour les futures élections présidentielles dont lui-même avait décidé le report au début de ce mois de février, créant des tensions dans le pays. Plusieurs personnes ont perdu la vie. De l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, il y a qu'un pont. Au Cameroun, la mesure reste impopulaire. Les Camerounais sont mécontents de la hausse du prix des carburants. Pour mieux faire passer cette pilule, Paul Biya a décidé de revaloriser les salaires des fonctionnaires de 5%. Mais la mesure reste jugée insuffisante, c'est bien cela, compte tenu de l'inflation généralisée qui prévaut dans le pays. Nous l'avons déjà reçu plusieurs fois sur ce plateau et il nous fait l'honneur d'être des nôtres une fois de plus. Ce dimanche, le président du NMP, Bandakani, décryptera les thématiques inscrites à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs, Grand 7, votre rétrospective de l'actualité, c'est sur Dash Télévision. A tout de suite. L'Afrique encore plus. Voyons ce qui s'y est passé tout au long de cette semaine. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est l'instant Round-up. Bonjour et bienvenue au Round-up de l'actualité de la semaine. Nous avons parlé cette semaine de l'enjeu de la préparation des élections générales qui se tiendront en 2025 au Cameroun et la société civile qui tente de jouer sa partition. Le réseau des organisations de défense des droits de l'homme de l'Afrique centrale a réuni cette semaine 30 jeunes, y compris des femmes, pour les outiller sur l'éveil de la conscience citoyenne en vue d'une participation efficiente de ces derniers lors des prochaines échéances électorales. Au Cameroun, on a parlé de revalorisation salariale cette semaine. Le président de la République, Paul Biya, a signé 3 décrets visant à améliorer la situation financière des fonctionnaires du pays. Ces décrets font suite à la hausse du prix du carburant à la pompe qui a provoqué une forte agitation parmi les Camerounais confrontés à une augmentation des tarifs de transport et à une baisse de leur pouvoir d'achat. On a également parlé de distribution de l'énergie électrique au Cameroun avec la synchronisation du barrage de Nachtigal au mois de mars prochain. Le problème du déficit d'énergie ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Les propos ont été réitérés par Gaston Elundou Somba, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, qui était à Douala cette semaine pour s'entretenir avec le patronat. Les coupures d'électricité font suffoquer le secteur industriel au GICAM. Ils ont dit leur mécontentement aux membres du gouvernement. Et parlons du GECAM qui occupera la présidence. Sans surprise pour une certaine opinion, Célestin Tawamba s'est déclaré comme unique candidat à sa succession en marge de l'élection du conseil d'administration du groupement des entreprises du Cameroun, organisation patronale née de la fusion entre le GICAM et ECAM. Le fait pour l'ex-président du GICAM de n'avoir aucun challenger et conforte ses opposants sur la logique selon laquelle la fusion entreprise par le patron des patrons était une intention manifeste de la part du président sortant d'éviter de se soumettre à la limitation de mandat. Toujours cette semaine au Cameroun, le gouvernement et les syndicats du secteur des transports ont trouvé un terrain d'entente sur les nouveaux tarifs de transport urbain par taxi suite à l'augmentation des prix des produits pétroliers. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Margatagna, conduit cette semaine une réunion avec des partenaires du secteur. L'enjeu était de définir les nouveaux tarifs qui passent officiellement à 350 francs CFA le jour et 400 francs CFA la nuit. Hors du Cameroun au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié cette semaine une nouvelle liste de 19 candidats à la présidentielle après le retrait de la candidature de Rose Wardini dernièrement. La haute juridiction en a pris acte cette semaine avant de préciser que la liste des candidats à cette élection présidentielle est modifiée, passant de 20 à 19.
En Afrique du Sud, le pays organisera des élections nationales et provinciales le 29 mai prochain. L'annonce a été faite par le président Cyril Ramaphosa, l'ANC parti au pouvoir, qui devrait faire face à un défi de taille pour conserver sa majorité parlementaire lors des 7e élections démocratiques organisées dans le pays depuis la fin du système d'apartheid en 1994. L'actualité cette semaine a été également marquée en Somalie qui a signé un accord de défense avec la Turquie qui comprend un soutien aux ressources maritimes de ce pays de la Corne de l'Afrique et semble destiné à dissuader les efforts de l'Éthiopie pour sécuriser l'accès à la mer via la région séparatiste du Somaliland. Au Nord Kivu, la France s'est adressée cette semaine au président du Rwanda sur le conflit qui sévit à l'est de la RDC. Le ministère français des Affaires étrangères, qui était au centre d'une réunion à l'ONU, a demandé au Rwanda de se retirer du territoire congolais et de cesser tout soutien au M23. Cette semaine, on est revenu sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, la capitale d'Haïti où la crise politique et sécuritaire s'aggrave de jour en jour. Près de 3 ans après le drame, selon un rapport du juge d'instruction chargé de l'enquête, l'ancienne première dame Martine Moïse sera impliquée dans le complot qui a coûté la vie à son mari le 7 juillet 2021. Le juge a relevé des contradictions dans ses déclarations qui mettent en doute sa crédibilité et son innocence. Le rapport accuse également d'autres personnalités politiques et policières comme l'ex-premier ministre Claude Joseph et le chef de la police nationale Léon Charles d'avoir participé ou facilité le coup d'État. Merci Marie-Vonne Dongo pour ce round-up de l'actualité. Mesdames et messieurs, je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau président Bandakani. Bonjour président. Bonjour Milingi. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ben, il est partagé. Alors, on parle du Sénégal ce matin. C'est un Macky Sall quelque peu dépassé par les événements, on va le dire ainsi. Souvenez-vous de nos émissions précédentes. Eh oui. Bon, il y a un ensemble de choses qui avaient été dites ici sur votre plateau. Ben, sans être un devin, on y est. Non, ce n'est pas surprenant pour nous qui confrontons ces réalités depuis des années. Confrontation intellectuelle. Il y a longtemps que nous avons fait notre idée sur la valeur de la démocratie dite sénégalaise. Vous voyez une fois de plus la difficulté qu'il y a à concilier un statut néocolonial avec un projet de démocratie dicté de l'extérieur, noté par l'extérieur, évalué par l'extérieur. On voit bien comment il y a une inadéquation entre un projet démocratique et les moyens économiques nécessaires pour l'accompagner. Et les moyens culturels, juridiques, institutionnels pour l'accompagner. Comment peut-on démocratiser une société où l'économie n'existe pratiquement pas, où on est dans l'économie coloniale, on est encore au niveau de la mise en valeur coloniale de l'économie. Vous avez des générations de jeunes qui arrivent par millions sur le marché du travail, qui n'ont pas d'emploi. Vous avez un système scolaire complètement déréglé par rapport aux véritables enjeux sociaux et globaux. Vous avez en plus une région qui est complètement sous la coupe de la France, Paris, elle-même qui agit en sous-traitance de la communauté internationale autoproclamée, n'est-ce pas? Et dans tout ça, on vous dit non, c'est une démocratie. Il y a la démocratie. Mais il fallait voir ça venir, parce que Macky Sall a fait une interview, je crois, il y a 1 an et demi aujourd'hui, avant, où il remettait en cause la limitation des mandats, à laquelle il était très attaché quand il n'était pas encore président, Madame Melingue. Très attaché. Quand il fallait combattre Abdoulaye Wade, l'ancien président, Macky Sall était très attaché. Il dirigeait la rue. Il était très amoureux de la limitation des mandats. Mais vers la fin de ce mandat... Ça n'a pas changé. Si, il a constaté, écoutez, ce discours, oui, il a renoncé à un 3e mandat. Mais dans quelles conditions? Il avait le pays à terre pour renoncer. Il a fallu qu'il mette le pays à terre avant de renoncer. Alors, il vous dit que non, quand on est président, il faut 10 ans pour boucler les projets, chercher les financements, et quand vous avez fini, vous devez partir du pouvoir. C'est ce qu'il dit. Démontrant que la limitation des mandats ne correspond pas, n'est-ce pas,
aux véritables enjeux du continent africain. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben le voilà, aujourd'hui, donc on n'est pas surpris. Il n'y a pas de démocratie, qui marche dans des néocolonies, Madame Belengui. Les néocolonies doivent se libérer économiquement, doivent se libérer culturellement, géopolitiquement et politiquement. Le reste, ce sont des espèces de cadeaux qu'on donne aux esclaves. Face à la presse, jeudi dernier, le président Macky Sall a déclaré que le 2 avril prochain marquerait la fin de son mandat à la tête du Sénégal. Il a également indiqué qu'il était peu probable que le nom de son successeur soit connu avant cette date. Je vous propose à présent un extrait de l'interview accordée à la presse sénégalaise par le chef de l'État sénégalais. Regardez. D'emblée, remercier mes compatriotes qui m'ont fait confiance. Depuis 2012, j'ai été élu à la tête du pays pour un mandat de 7 ans, renouvelé en 2019. Et j'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu d'ailleurs, qui n'a pas lieu d'être, mais comme malheureusement dans notre pays, tout le monde est expert en tout, et qu'on a voulu non seulement me faire un procès sur des intentions de faire un 3e mandat. Ce 3e mandat, on a vu que je n'en étais pas candidat. On a dit que je voulais rester à la tête du pays et je dis ici très clairement et très nettement que le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Au moins, il faut que cela soit très clairement étayé. Maintenant, le reste du débat, nous pourrons revenir aux besoins sur les différentes étapes par rapport à l'ensemble des aspects que vous venez d'évoquer. Monsieur le Président, on a vu aussi une certaine réaction de la communauté internationale, des communiqués quasi journaliers sur la situation politique du pays. Comment vous accueillez, je rappelle, tous qui viennent et qui reviennent? Je l'accueille avec beaucoup de peine, parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui en principe travaillent avec nous sur les mêmes principes, lorsqu'il se passe quelque chose dans notre pays, et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles, ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement, au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon péremptoire, parfois de façon très violente, le président de la République, le Sénégal. Ça m'a fait de la peine, parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Maintenant, le Conseil a dit que ce décret était adossé à une loi qui elle-même est annulée. À partir de ce moment, le Conseil joue son rôle. Donc, nous sommes dans le dialogue des institutions. Le Sénégal est un véritable État de droit. L'Assemblée nationale a eu son temps, a joué sa partition. C'est la seule qui doit voter les lois. Elle l'a voté. Le Conseil constitutionnel est le seul juge des lois constitutionnelles. Il a joué sa partition. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, a pris acte et a décidé de mettre en œuvre les décisions du Conseil. C'est ça l'état de droit. Donc pourquoi toute cette levée de bouclier, toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays? Moi, je suis venu en gagnant des élections. Je viens de l'opposition. C'est moi qui ai proposé la réforme pour fixer définitivement la limitation des mandats et la durée du mandat du président de la République. Quand j'ai été élu, le mandat était de 7 ans. C'est moi qui ai proposé un référendum pour le ramener définitivement à 5 ans renouvelable une fois. J'ai refusé d'être tenté par un 3e mandat. J'ai été très clair. Je l'ai dit le 3 juillet. Je l'ai répété le 3 février 2024. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir? Mais si c'était ma volonté, j'aurais été candidat. C'est tellement plus simple.
Je renonce à tout cela. Je construis mon pays avec tous les Sénégalais. Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain. Et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Une campagne qui est susceptible de créer la déstabilisation du Sénégal. Ce sont les mots du président Macky Sall suite à cette sortie face à la presse sénégalaise. Alors, président Bandakani, concertation nationale annoncée le 26 février prochain. Macky Sall affirme quitter, comme on vient de le voir, la magistrature suprême. Non. Crédible au vu de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest? Non, c'est évident qu'il manque de crédibilité. Ça fait rire quand on voit la manière par laquelle Macky Sall se bat pour se donner une sortie honorable devant l'histoire. À la limite, c'est même pitoyable parce qu'on aurait pu éviter tout ça. Lorsqu'il dit qu'il n'a violé aucune règle, mais ça fait rire. Le report du scrutin, c'était une violation d'un décret. La Constitution. C'était une violation. Alors quand le Conseil constitutionnel annule ça, il dit on est dans l'état de droit. Mais est-ce qu'on avait besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Donc, il se cache derrière une armature juridique. Il dit qu'il n'a violé aucune règle dans le pays. Mais il a plongé le pays dans une crise politique majeure. Majeure. Des manifestations de rue étaient là pour le témoigner. Mais au-delà de ça, dans quelles conditions Macky Sall a-t-il renoncé à un troisième mandat? Quelles conditions? Le pays était pratiquement tel, l'armée est sortie. L'armée est sortie, Madame Melengui, vous vous rappelez? L'armée est sortie. Quand l'armée sort, ça veut dire le pays fait face à une crise majeure. L'armée sort généralement pour aller défendre les frontières, mais pas pour aller confronter les populations. Il y a les forces de maintien de l'ordre qui sont là pour ça. Mais quand on fait sortir l'armée, qui sont des forces d'une autre catégorie que le maintien de l'ordre, c'est la preuve qu'il y a une crise dans le pays. Et cette crise-là était liée à la tentation du troisième mandat qui soufflait sur Macky Sall. Et je vous ai convoqué ici une interview de Macky Sall où il fait la dénonciation de la limitation des mandats. Mais cette interview-là, ce n'est pas moi et vous qui l'avons poussé à aller faire l'interview. Qui l'a obligé de faire cette interview? Pourquoi il a fait cette interview? Il a dénoncé la limitation des mandats. Donc c'est bien beau aujourd'hui, quand on est coincé, de vouloir se ménager une porte de sortie. Mais ça fait sourire parce que même le candidat qu'il a imposé dans son camp, ce candidat, il est où aujourd'hui? Il est où? Il est parti. Le candidat, monsieur Ba, lui-même s'est opposé à la démarche du président. Il s'est opposé à la démarche du président. Vous avez, aujourd'hui, il veut faire des consultations, mais il va en faire combien par mois? Il y a quelques mois, il en faisait déjà la consultation. Vous vous rappelez, il a fait une consultation. Lorsqu'il y a eu des manifestations grandioses qui ont abouti, n'est-ce pas, à l'arrestation de Sonko. Macky Sall a convoqué une consultation, peut-être il a oublié. Mais quelles sont les résolutions de cette concertation? Qu'en a-t-il fait pour maintenant convoquer une autre concertation? Non, il ne faut pas se cacher derrière un juridisme honteux. Vous n'accordez aucune portée à ce type de dialogue? C'est pas ça qu'il s'agit. C'est la tentative de Macky Sall de vouloir se présenter en victime d'une campagne internationale. Non, lui, il est de l'international. C'est son camp là-bas. Ceux qu'il appelle les partenaires, ce sont ses amis. C'est avec ses partenaires qui tapent sur beaucoup de pays africains. C'est avec ses partenaires qu'il a tapé sur le Mali, qu'il a tapé sur le Burkina, sur le Niger, exécutant les ordres de Macron. Aujourd'hui, il parle de quoi? Le même Macron tape sur lui, il pleure devant qui, Macky Sall? Il pleure devant nous? Non, ce sont ses amis. Ce sont ses amis. Chacun doit assumer ses amis. Macky Sall va nous dire aujourd'hui qu'il est victime de la communauté internationale. Macky Sall a passé sa vie à adorer la communauté internationale. Il ne juge que par la communauté internationale. Il ne rêve que par ça. C'est sa vie. Ce sont ses dieux à lui. Mais si tes dieux te rejettent, il faut t'en prendre à toi-même. C'est ta faute d'avoir cru à ces dieux-là.
Donc le débat n'est pas à ce niveau. Macky Sall a créé les conditions de la crise que le Sénégal vit aujourd'hui. Macky Sall a créé les conditions du désordre électoral qui est aujourd'hui au Sénégal. Il a violé tous les principes, n'est-ce pas, qu'il a défendus. Hier, il dit qu'il vient de l'opposition. Mais qu'est-ce qu'il disait dans l'opposition? Il y a les vidéos, Mme Melingui, où il condamne ce qu'il est en train de faire. Lui-même, il condamne. Il y a les vidéos. Vous avez au moins 4 vidéos où Macky Sall dit des choses qui le condamnent aujourd'hui. Mais qu'un homme change, ce n'est pas ça le problème, Melingui. Nous changeons tous. Mais c'est la cohérence. La cohérence que vous maintenez, même quand vous changez. Écoutez, si vous changez aujourd'hui, c'est pour rester Melingui. Ce n'est pas pour devenir une autre femme avec un autre nom. Mais on comprend bien que celle qui était hier une jeune fille est devenue une femme. Mais c'est Mme Melingui, la même personne. Ce n'est pas ça qu'on critique, que les hommes sont appelés à changer. Mais attendez, mais changer et se compromettre, n'avoir aucun idéal digne de son nom. Aujourd'hui, il parle de démocratie. Lui, démocrate, de quelle démocratie parle-t-il, Macky Sall? Il parle de quelle démocratie? De quelle démocratie parle-t-il, Macky Sall? Hein? Lorsque vous créez une crise, parce qu'un de vos amis a été invalidé par le Conseil constitutionnel, vous décidez que ce Conseil constitutionnel est corrompu et vous suscitez une crise au Parlement parce que vous avez une majorité là-bas. Et quand il y a la crise, vous prenez un décret pour reporter l'élection. Mais attendez, ce tour de passe-passe-là, ben, ce n'est pas nous qui l'avons fait, Mme Melingui. C'est Macky Sall qui l'a orchestré. Et quand il le faisait, où était la loi? Où était son rapport à la loi? Lui qui aime tant la loi. Les manœuvres qu'il a faites là, c'était pourquoi toutes ces manœuvres-là? Wade fils a été pris en flagrant délit de parjure. Flagrant délit. Au point où un Premier ministre français, je vous épargne de son orientation sexuelle, a sorti un décret pour dire que non, parce qu'il fallait sauver un soldat, un agent de l'étranger. Karim Wade, l'ami de Macky Sall, son partenaire de coalition, ils sont ensemble avec Wade père. Mais je vous dis, c'est bien beau aujourd'hui de se présenter comme défenseur de l'état de droit, mais est-ce que l'état de droit permet tout ce tour de passe-passe qui ridiculise un conseil constitutionnel? Aujourd'hui, il fait semblant de respecter le conseil constitutionnel, mais qui a engagé la campagne contre le conseil en présentant le conseil constitutionnel comme étant un lieu qui abrite des corrompus? C'est Macky Sall et son camp. C'est lui et son camp. Aujourd'hui, il se vante avec le décret du conseil constitutionnel. Mais il prend les gens pour... C'est ça le danger des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Mais quand vous parlez, les gens vous écoutent, les gens, vous gardez les traces, comme dit Barbeau. Vous marchez, il y a les traces. Macky Sall a beaucoup de traces. Et ces traces le contredisent aujourd'hui. Il n'est pas un grand homme politique. Il n'entrera pas dans l'histoire. Aujourd'hui... Il n'entrera pas dans l'histoire, Mme Melingui. Il n'est pas un grand homme politique. D'accord. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, Macky Sall doit également faire face à une opposition qui exprime son courroux. 16 des 19 candidats retenus par le Conseil, la Cour constitutionnelle sont formels. Ils ne prendront pas part au dialogue qui se déroulera dans quelques jours là. Alors, que peut le chef de l'État face au courroux de cette opposition-là? Il va dire que le Sénégal est un État de droit. Voilà. Vous voyez que c'est ridicule. Vous créez une crise politique et vous venez vous présenter en garant de l'état de droit. Mais ça fait rire. L'état de droit, justement, c'est pour préserver le pays des crises politiques. Il y a une articulation entre le contexte politique, la conjoncture politique, qu'on peut animer, qu'un président est censé assurer la crédibilité, Madame Melingui, la stabilité. Quand un président décide de troubler la conjoncture, pour après aller se cacher derrière l'état de droit. Mais, on va le traquer là-bas, on va le faire sortir de son état de droit là. Le maquis là, on va le faire sortir de là pour le mettre devant la réalité. Voilà, l'opposition dit on ne vient pas à ton dialogue. On ne vient pas. Or, souvenez-vous, il y a quelques mois, une bonne partie de l'opposition était venue. Ils n'ont plus pas à ce dialogue. Ils disent qu'ils ne viennent pas. Parce qu'on voit très bien que quelqu'un crée une crise, il est coincé, ça ne marche pas, son camp est en lambeau, il sait très bien que celui qui voulait imposer comme successeur, ça ne passe pas. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que je suis pas candidat à un troisième mandat. Ça c'est M. Issoufou. C'est-à-dire que je m'en vais, mais je place quelqu'un. C'est-à-dire... Mais comment comprendre que jusqu'ici, le nom de ce fameux successeur est toujours gardé secret? Non, il a essayé, mais le Premier ministre a été imposé comme candidat. Vous avez oublié, M. Ba. Il a imposé comme étant son successeur, son candidat de la coalition. Je pense que vous vous rappelez. C'est lorsqu'il se rend compte que ce gars-là ne passera pas, qu'il décide donc de créer une crise politique
pour essayer de reprendre les choses en main, n'est-ce pas, et créer les conditions pour que celui que lui a choisi passe. C'est ça le problème. Macky Sall a ce problème, c'est que oui, je suis plus candidat à un 3e mandat, mais il faut que je m'assure que la personne qui me remplace ne fouille pas dans mes tiroirs. C'est ça le problème qu'il a. Alors moi je ne vais pas lui faire, peut-être il a les projets pour le Sénégal, peut-être il se revendique d'un bilan pour lui qui est excellent. Mais dans ce cas, partez la tête tranquille, comme ses prédécesseurs. Diouf est parti, battu à une élection à la surprise générale par Abdoulaye Wade. Quand l'armée lui a dit, Monsieur le Président, dans les conditions actuelles, on ne peut pas. Diouf s'est retiré. Wade aussi s'est retiré quand Macky Sall a fait le cinéma qu'il a fait à l'époque. Wade s'est retiré. Mais lui là, hein, quand Wade a sorti son entourloupe là, hein, pour dire que, à propos de la Constitution là, à l'époque, Wade a fait un tour de passe-passe. Macky Sall était en premier ligne pour dire que ça ne passera pas ici. Il a mobilisé la rue, tout ça pour dire à Wade, monsieur, tu t'en vas. Wade est parti. Wade est parti. Mais Macky Sall n'a pas mis Wade en prison. Ça, au moins, on le reconnaît ça. Il n'a pas mis Wade en prison. Bon, le fils Karim a été condamné, mais après, ils se sont réconciliés. Vous voyez bien, hein, comment Macky Sall, son rapport à la loi. À la loi, quand vous êtes une menace pour lui, la loi est dure pour vous. Karim Wade fils, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, la loi est très dure. Mais après, on s'arrange. On se réconcilie. Et après, la politique prend le pas sur la loi. Macky Sall, il a l'art de faire ces choses-là. Donc le problème, c'est ça, c'est que le successeur de Macky Sall a peur de celui qui viendra après lui. Il a voulu s'assurer qu'après lui, ça soit quelqu'un qui l'a placé. Pour faire un peu comme Issoufou a fait au Niger. Sauf que malheureusement pour lui, les conditions concrètes de la vie politique au Sénégal ne lui ont pas permis ça. Au lieu de prendre de la hauteur et de mettre en avant l'intérêt du pays, il a préféré vouloir jouer, dribbler tout le monde, faire un tour de passe-passe. Hein, mais là encore, ça sera le tourner contre lui. Alors il dit qu'il va partir, il va quitter le pouvoir le 2 avril. D'accord. D'ici là, comment vas-tu donc faire les consultations, organiser les élections avant le 2 avril? Ces consultations qui, on le sait, devront déboucher sur une date probable du scrutin, car c'est ce que les Sénégalais attendent. Parce que la question est toujours en suspens. À quand se dérouleront les élections qui devaient passer ce 25 février? Alors, arguant un jeu de dupes, l'opposition entend déposer une requête auprès de la Cour constitutionnelle devant obliger Macky Sall à trouver tout simplement une date. Ça, c'est hormis le fait que les consultations devront, comme je l'ai dit, déboucher à une probable date. Ça, c'est la promesse du président. Ça sert à quoi? Mais la date attend les consultations. La date de l'élection au Sénégal est fixée. La date est fixée par décret. Quand on respecte les usages qui sont en cours, c'est-à-dire que vous avez un mandat de 5 ans. Après 5 ans, votre mandat est fini. Et le président constate ça par un décret qui fixe la date de la prochaine élection. Ce décret-là est constitutionnel. Ça veut dire que c'est conforme aux dispositions de la Constitution du pays par rapport à la durée de votre mandat. Mais il veut consulter les gens pourquoi? La concertation sert à quoi? C'est quoi la concertation? Vous faites quoi? Trouver un consensus. Non, fixe la date conformément à la Constitution. Fixe une date. On lui demande simplement la date. Hein? Fais ton travail, fixe une date. Pourquoi tu veux te concerter avec les gens? Pourquoi? Il y a quel problème? Les gens voulaient l'élection tranquillement, Mme Melingue. Il a reporté l'élection de manière unilatérale. Voilà. Et quand il reportait l'élection, il n'y a pas eu de concertation. Parce que les gens pensent qu'ils sont malins, Mme Melingue. Il n'y a pas eu de concertation. Le président voulait éviter une éventuelle crise. Oh, ben, sans concertation. Donc, il peut aussi fixer une date sans concertation. À partir du moment où il a dit que non, le 2 avril, je quitte le pouvoir. C'est ce qu'il a dit. Que le 2 avril, mon mandat est terminé à la tête du Sénégal. Pour être cohérent avec lui-même, mais il faut qu'il fixe une date qui est en cohérence avec ce qu'il vient de dire. Donc, il doit s'arranger pour faire des élections avant le 2 avril. S'il est cohérent avec lui-même. Parce qu'il dit, le 2 avril, mon mandat est fini à la tête du Sénégal. Il ne dit pas que, bon, ok, si le 2 avril, alors il n'y a pas eu élection, on fait quoi? Le Sénégal reste sans président. On fait quoi?
Peut-on reconsidérer les candidatures, Président? Repartir à zéro et reconsidérer les candidatures? Mais il y a une qui a désisté. On est maintenant à 19 candidatures. Oui. Il y a une dame qui a désisté. Le Conseil constitutionnel a pris acte de son désistement. Alors, de considérer les candidatures, c'est un autre problème. Je pense que là, ça dépend du Conseil constitutionnel. Je ne connais pas très bien les dispositions à la matière qui régissent l'élection au Sénégal, mais c'est une autre affaire compliquée. C'est une autre affaire compliquée. Donc, il y a un problème. Le Conseil constitutionnel a déjà parlé. Hein. Il a dit que tu aurais des élections dans les meilleurs délais. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, OK, je vais m'exécuter. Au lieu de se taire, il vient faire l'interview encore lui-même. Hein. Lui-même encore vient faire l'interview. Il pourrait laisser tranquille et interpréter à son avantage la sortie du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil a dit, OK, nous annulons le report. Donc, ton report-là, il est nul sur le plan constitutionnel et il n'a plus de valeur juridique. C'est ce que le Conseil lui a dit. On a dit report. Mais, organise l'élection dans les brefs délais, dans le meilleur délai. On a dit, on n'a pas dit les meilleurs délais. On le laisse taire. Il sort maintenant, il nous dit, lui-même, on est à la fin du mois de février pratiquement. Hein? On est à la fin. On a un mois là, il reste. Il vient dire, au 2 avril, mon mandat est fini à la tête du Sénégal. Le mandat juridique, oui. Mais si à cette date, il n'y a pas d'élection, on fait quoi au Sénégal? Vous avez des gens au Sénégal qui vous disent, des partis de mouvement, qui disent qu'à partir du 2 avril, ils considèrent que Macky Sall n'est plus le président du Sénégal. Lui, il vient de conforter cette position en disant que non, moi-même le 2 avril, je suis conscient que mon mandat est fini à la tête du Sénégal. Donc je ne peux plus engager le Sénégal. Donc il va gérer les affaires courantes. Donc vous voyez très bien qu'on est dans une situation où Macky Sall veut gagner du temps. Il veut gagner du temps en espérant qu'en faisant ce tour-là, il va reprendre de l'ascendant dans son camp. Mais plus il le fait, plus il s'enfonce. Macky Sall doit renoncer totalement même à vouloir peser sur sa succession. C'est fini. D'accord. C'est fini, il doit renoncer à ça. C'est parce qu'il veut peser à tout prix sur la succession, être remplacé par par lui-même, c'est-à-dire par une photocopie, quelqu'un qui va être une marionnette dans ses mains, qu'il se bat comme ça, quitte à mettre le Sénégal dans une situation impossible. Il doit renoncer à ce projet et faciliter les choses, que le meilleur gagne dans les conditions concrètes qu'il y a au Sénégal, les conditions juridiques du Sénégal, dans les conditions constitutionnelles qu'il y a dans ce pays, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, voilà. Cette phrase me fait penser à une personnalité sénégalaise dont on ne saurait mentionner le nom ici lorsque nous parlons d'élections présidentielles. Je pense ici à Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, qui est encore détenu malgré le fait que certains opposants ont été libérés. Ils ont bénéficié des grâces présidentielles, ils ont été tout simplement libérés. Ces opposants-là qui étaient détenus depuis des mois. Ousmane Sonko, lui, il est toujours détenu. Vous ouvrez une page très profonde de la vie politique du Sénégal. Tout ça arrivé à cause de Sonko. Ce sont ces mouvements, le mouvement qui avait autour de Sonko, qui ont poussé Macky Sall à se retrouver là où il est. C'est grâce au mouvement de Sonko, mouvement politique autour de Sonko, que la transaction du troisième mandat a échoué. Aujourd'hui, il fait comme si c'est lui. Ça lui a été imposé par le mouvement socio-politique lancé autour de M. Sonko. Actuellement, Macky Sall a dit qu'il est prêt à amnistier tout le monde. Il a dit que même le cas Sonko, il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé. Mais souvenez-vous, l'autre jour, c'est Karim Wade qui fait une sortie et il dit que Macky Sall a entamé des discussions avec le camp Sonko. Mais qu'est-ce qui se passe? On est là dans la politique pure, Mme Melingi. Macky Sall, je vous ai dit qu'il a un souci, il voulait avoir le contrôle sur sa succession. Mais comme il n'a pas de personne politique, lui-même il a brouillé tout. C'est lui-même qui a brouillé toutes les cartes qu'il avait à la main. Parce qu'il avait les cartes sous la main. Il a brouillé tout ça lui-même. Et maintenant, son camp est en lambeaux. Des ministres ont démissionné. Celui sur qui il a parié dans son camp n'avait pas l'envergure de la mission. Macky Sall lui-même aujourd'hui n'a plus l'autorité, toute l'autorité politique nécessaire pour parler à tout le monde dans son propre camp. Il lui reste quoi? Négocier avec son camp. C'est-à-dire, Macky Sall est en situation de faire le chantage même à son camp. Il dit que si vous m'embêtez, je négocie avec son camp. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité, Macky Sall, plus il a affaibli, plus il peut engager une transaction politique secrète avec son camp directement. Vous pensez? Je ne pense pas, on est en politique. Il peut le faire. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, Macky Sall a le levier pour amnistier Sonko. Vous le savez. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il a même commencé à faire des amnisties. Beaucoup de gens sont libérés. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Il a ce levier-là. Il n'est pas exclu qu'ils veulent marchander secrètement ce levier. C'est-à-dire qu'ayant constaté que moi, je n'ai plus d'autorité sur mon camp. Mais lorsqu'on voit la guerre qui existait, on émet quand même des réserves sur la possibilité Sonko, c'est un homme politique. Monsieur Sonko n'a rien fait. Sonko, on l'a mis en prison pour rien. On l'a mis en prison pour l'écarter de l'élection. Sonko a été mis en prison pour l'écarter de l'élection. On peut apprécier que le mouvement sociopolitique qu'il a lancé basculé dans l'illégalité, comme on dit, abouti à des violences. Ça dépend dans quel camp on se situe. Mais ce qui est clair, c'est un mouvement politique. Et M. Sonko est au cœur d'un mouvement politique extrêmement populaire et puissant au Sénégal. Aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a pas de Sénégal sans M. Sonko. Bien sûr. Moi qui vous parle là, je ne suis pas un fan de Sonko, vous le savez d'ailleurs. Je le sais, je le sais très bien, Président. Ne pas être fan de quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas sa valeur. On ne reconnaît pas ce qu'il vaut. En tant que... Aujourd'hui, dans le paysage politique, Sonko pèse. Ce monsieur pèse. Et il est très populaire. Et il incarne le changement aujourd'hui au Sénégal. Dans les conditions du Sénégal aujourd'hui, Sonko, c'est lui qui incarne le changement. Y compris face aux autres hommes politiques. Hein. Parce qu'il y a une équation au Sénégal. Vous avez Sonko, vous avez la famille, la grande famille libérale. Vous avez la famille socialiste. Vous voyez ça? Le Khalifa Sall, je crois, c'est l'héritier du socialisme au Sénégal, qui a eu des têtes fortes comme Senghor, comme Canodien, qui est mort dernièrement, qui est décédé. Mais à son âme, Khalifa Sall, il est de cette famille. Vous avez la grande famille libérale, à laquelle appartient Macky Sall, les Wade, les Idrissa Seck. Vous voyez, Wade père, Wade fils, c'est une grande famille. Le rêve de Macky Sall, ça a été de fédérer la grande famille libérale et de gagner et d'imposer un successeur. Ça ne marche pas. Vous avez la famille socialiste qui n'a plus l'aura qu'elle avait hier, autant de Senghor et autant de Diouf. Aujourd'hui, le mouvement nouveau qui au Sénégal pèse en politique, c'est Sonko. C'est lui qui incarne le changement, c'est lui qui incarne l'alternative d'après les Sénégalais qui ne se reconnaissent pas à travers l'establishment politique qu'on a connu jusqu'à présent. Les partis qui ont eu à gouverner le pays jusqu'à l'heure actuelle. Vous avez le Parti socialiste et le Parti et les libéraux. Vous voyez donc aujourd'hui, Macky Sall peut estimer que, quitte à tout perdre, mieux vaut je négocie secrètement avec Sonko. Et pour ça, je fais l'analyse. C'est une analyse. Hein. Et pour ça, il a une arme en main, l'arme de l'amnistie. Il peut négocier avec Sonko. Parce que si Sonko est libre aujourd'hui, il va à l'élection, qui va le battre? Vous voyez? Donc, je fais l'analyse. Qui va le battre? Donc, Macky Sall, lui, peut dire que, bon, ok, vous m'avez, aujourd'hui, je n'ai pas été écouté par mon camp. Même les partenaires m'ont lâché. Mais écoutez, moi, je vais vous montrer que le président que je suis, j'ai encore une carte en main. Non, c'est que dit les sérieux, Mme Méline. J'ai une carte en main. Moi, ça place, c'est ce que je ferais. Je ferais. Si vraiment il va entrer dans l'histoire et faire quelque chose de fort pour le Sénégal, il libère Sonko. Et Sonko, c'est un homme politique. Sonko va comprendre les enjeux et il négocie. Oui. Et si Sonko aujourd'hui est dehors, c'est vrai que les candidats du Sérail, comme je dis, du Sérail historique, Sérail néocolonial, qui depuis les Blaise Diagne, en passant par les Senghor, les Wade du consort, et la France, n'est-ce pas, et l'Occident, forment un bloc tellement puissant qu'ils peuvent se fédérer. On l'espère. Mais au cas où ils ne peuvent pas le faire, Sonko est bien parti. Si Sonko est libéré, il est bien parti pour remporter l'élection présidentielle. Mais si Macky Sall reste dans la dynamique où il veut froisser personne, il a même peur de ses parents, etc., que bon, ok, tout le monde dehors sauf Sonko, mais le Sénégal est loin de sortir de l'ornière. À quoi doit-on s'attendre si le scrutin devait déboucher en second tour, Président? C'est le même schéma habituel. C'est-à-dire que si on est au second tour, les familles se reconstituent. Les familles, c'est-à-dire que les différents clans de ces familles-là vont appeler à voter pour le candidat de leur grande famille. Vous voyez, donc actuellement aujourd'hui, il y a une tentation au Sénégal, c'est que une grande partie de l'establishment considère que Sonko c'est l'ennemi. Parce qu'il a dressé la rue, contre l'État. Il a dressé la rue contre le Sérail. Le Sérail qui vit dans les privilèges, Madame Beningui. Et à ce niveau, je voudrais vous dire de prêter attention sur le concept de privilège en politique. Là, ça va au-delà des camps politiques.
On peut être en désaccord politique tous les jours, mais dans le fond, on appartient à la même classe parce qu'on a les mêmes privilèges d'appartenir à un système politique dont nous sommes les élites. Ça a des privilèges financiers, ça a des privilèges stratégiques, ça a beaucoup de privilèges. Et ça crée une solidarité de classe. Le débat aujourd'hui est de savoir dans quelle mesure M. Sonko menace tout ça. Parce que Sonko, lui, il s'est rallié, il a fait bloc avec une bonne partie de la jeunesse urbaine, avec une partie du peuple. Donc aujourd'hui, s'il est président, nous supposons que sa priorité va être la satisfaction des besoins de ceux qui l'ont élu, de sa base. Or, les intérêts de cette base-là sont en conflit avec l'intérêt de l'establishment historique au plan politique et au plan des affaires qui ont constitué ce qu'on appelle l'élite du Sénégal. Ce sont des équilibres que Macky Sall a su garantir à son niveau, Wade avant lui, Senghor aussi. Ils ont su garantir ces grands équilibres-là, en sachant aussi articuler ça avec les intérêts des confréries. Vous savez que les confréries religieuses au Sénégal ne sont pas à négliger. Elles ont une force sociopolitique importante au Sénégal. Quand vous avez articulé ça et que vous savez mélanger les intérêts de la France, de l'Occident, ben vous êtes un bon président sénégalais. Alors, M. Sonko menace tout ça. Il menace ça et il a avec lui une bonne partie du peuple. Tout ça, ne vous fiez pas. Vous savez pas, je vais vous dire une chose. Hein. Il y a une chose qui fédérait Macky Sall et son opposition. Vous savez laquelle? Sonko. C'est-à-dire que quand Sonko est esprit du jeu politique, ça les fédère. Hein. Ils sont d'accord. Ils font ça, mais ils sont d'accord parce que Sonko, c'est l'ennemi. Parce qu'il bouscule les choses. Il vient du système, c'est l'ancien inspecteur des impôts, mais il bouscule les choses. Vous voyez. Donc, Macky Sall peut être tenté de dire que bon, ok, bon, moi j'ai ma carte à main. J'ai ma carte à main. Ma carte, c'est son commun. Va-t-il oser à l'autre cas-là? Mais si on se fie à la sortie de Wade, puisqu'il a dit que non, Macky Sall est en train de. Parce qu'il a fait une sortie. Et c'est pas pour rien qu'il a fait la sortie, parce que vous voyez bien que lui, il est menacé, lui-même par ça. Ils sont tous menacés. S'ils sont au sort de prison, ils sont menacés. Vous voyez, parce que aujourd'hui, Sonko au Sénégal, c'est devenu une religion. Hein. Vous savez ça, c'est devenu une religion au Sénégal. Donc c'est quelque chose de terrible. Donc s'il sort là maintenant, mais les Caribouans, les consorts, ils vont connaître un coup de vieux, ils vont devant Sonko, ils sont comme des dinosaures de notre époque. Ils sont comme comment on dit ça, des hommes du passé, les gens du système, les gens de la mafia, comme on dit chez nous, tout ça. Donc aujourd'hui, chacun prie pour que Sonko ne soit pas libéré. Si Macky Sall libère Sonko, il remet les cartes à zéro. Et on lance le jeu. Ouais, et il peut négocier avec Sonko. Il peut négocier, dire que, écoute, moi je te donne l'amnistie. Donnons-nous la main pour changer le Sénégal. Et à ce moment-là, Macky Sall va revoir son rapport à ses partenaires, puisqu'il pleure maintenant. Comme les partenaires l'ont lâché, il pleure. Il est temps pour lui de reconsidérer que, mais donnons de l'avenir à ce pays. Essayons de sortir du sérail pour ouvrir les horizons du Sénégal. Et ça passe par, écoutez, la libération de M. Sonko. Le débat, c'est de savoir, madame, la question de savoir si Macky Sall a la carrure nécessaire pour le faire. S'il le fait, tant mieux. Il aura du service au Sénégal. Ok, on va clôturer cette première thématique pour s'intéresser à ce qui est proche de nous. Les Camerounais crient, dénoncent le contexte inflationniste qui prévaut au Cameroun. Et pour répondre à ces cris du public, le Cameroun a décidé une revalorisation salariale de 5%, je vous le disais, à l'entame de cette émission. Je vous propose cet élément de Larissa Liboum qui nous fait le point en images. Regardez. Le premier décret prévoit une revalorisation de 5% du salaire mensuel de base du personnel civil et militaire à compter du 1er février 2024. Les nouvelles grilles salariales sont annexées au décret. Le deuxième porte sur le montant des allocations familiales versées aux travailleurs. Il passe de 2 800 francs à 4 500 francs CFA par enfant à charge et par mois. Ce décret abroge celui de janvier 2016 qui avait déjà augmenté les allocations familiales de 1 000 francs CFA. Le troisième décret instaure une assurance sociale pour les fonctionnaires et leurs familles qui leur garantit une couverture médicale en cas de maladie, d'accident ou de décès. Des mesures sociales saluées par les syndicats qui y voient une reconnaissance du travail des agents de l'État et une amélioration de leurs conditions de vie. Elles sont également perçues comme un geste d'apaisement du chef de l'État
qui fait face à une contestation de son pouvoir depuis les élections controversées de 2021. Merci Larissa Libom, élection de 2025. Alors, Président, de retour sur ce plateau, j'aimerais vous poser la question, le Cameroun pouvait-il procéder autrement, par exemple, diminuer les impôts et maintenir les prix du carburant? Bien sûr que le Cameroun, bien sûr qu'il y a des alternatives qui existent. Il y a beaucoup d'alternatives qui existent. Mais pour que les alternatives deviennent concrètes, il faut qu'il y ait une démarche politique qui va avec ça. Il faut que ceux qui sont au pouvoir revoient leurs orientations stratégiques, revoient leurs priorités politiques. Or, leur priorité, ce n'est pas le peuple. C'est d'abord garantir leurs privilèges, maintenir leur train de vie, sécuriser leurs avoirs et leur avenir. C'est ça le problème. Moi, je vous dis, le problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'on est véritablement dans des politiques de classe sociale. Malheureusement, la nouvelle génération de ça, parce qu'on appelle une politique de classe. Les gens pensent que l'État est neutre. Les États, tels que se sont constitués historiquement dans notre trajectoire historique, ne sont pas neutres. Ils disent être au service de l'intérêt général. C'est ça même l'État. L'État, au sens noble du mot, est le garant de l'intérêt général. Et pour garantir l'intérêt général, Mme Belingui, il faut avoir suffisamment de hauteur, de perspective, de profondeur historique pour ne pas être l'otage de quelques clans, de quelques classes et des intérêts étrangers. Malheureusement, c'est le cas de l'État de Cameroun. Une fois qu'il a satisfait ses intérêts avec le FMI et la Banque mondiale, une fois que vous voyez que le président, pour le décret qu'il signe, observez bien, monsieur le président, il s'occupe bien des fonctionnaires, il pense aux fonctionnaires. Le président pense aux fonctionnaires. Vous voyez très bien que le président, pour lui, quand l'État marche, le Cameroun vit. D'ailleurs, je paraphrase une de ses sorties. Tant qu'il y a un esprit, c'est le Cameroun qui vit. Vous vous rappelez, peut-être que vous étiez très jeune, mais on est dans les années 92, le président l'a dit. Donc, pour eux, ils confondent les Camerounais et l'État. Dans la tête de Yaoundé, quand l'État est bien, tu es bien. Quand l'État règle ses problèmes, tes problèmes sont réglés. C'est faux. Les fonctionnaires, là, tous ces gens-là, et le privé réuni, c'est moins de 12% des Camerounais, Madame Belingui. Moins de 12% des Camerounais. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Informel. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Oui, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Hein? Les mesures, là. Bon, si on croit à la théorie du ruissellement, comme je viens de vous le dire, c'est une forme de ruissellement tropicalisé. C'est-à-dire que tant que le fonctionnaire est bien, le reste est bien. Tant qu'il est bien, il va dépenser, n'est-ce pas? Une espèce de théorie de la consommation. Il va dépenser et ça va ruisseler sur l'ensemble du corps social. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. À l'annonce... Ça n'a jamais été vrai. D'accord, Président. À l'annonce de cette hausse des prix du carburant, les réactions fusaient de partout. Donc, la réaction de l'opposant Cabral Libi qui a présenté des politiques et bien d'autres. Alors, l'opposition peut-elle s'en servir pour 2025? Qu'est-ce que vous appelez l'opposition au Cameroun? Vous appelez qui encore? L'opposition, Président. Quoi? L'opposition, être opposant, c'est s'opposer au président. C'est ça, être opposant au Cameroun? Bon, prenez tous les opposants là. Prenez-les tous. Allez étudier leur histoire. Moi, je vous donne un exercice simple à faire. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis vous parler de quoi. Étudiez leur histoire. Mais tous sont les enfants du président. Je dis tous. Ils sont des fabrications de ce système. Et pour beaucoup, ils doivent leur carrière et leur vie au président bien. Je dis bien tous qui sont en première ligne. Non, au Cameroun, il y a les oppositions. Il y a les gens qui sont fâchés du président parce qu'il les a oubliés. Il y en a qui sont... Vous savez, c'est comme une famille. Vous voyez une maison, on est les enfants du même père, Madame Belingui, d'une même mère. On s'assoit à la table. Mais sauf que bon, quand on partage le repas, on met beaucoup de viande dans le plat de tel, on met moins de viande dans le plat de celui-ci, il se fâche. Il dit que ben, il est discriminé. Et puis les chambres ne sont pas faites de la même manière. L'utilisation des voitures n'est pas réglementée de la même manière. Les gens sont fâchés et il y a la guerre. Mais malgré ça, quand c'est sérieux, on est le fils et les enfants de la même mère et du même père. C'est ça le Cameroun. Au Cameroun aujourd'hui, tout ce qu'on appelle l'opposition, là, la plupart de l'opposition, ce sont les enfants du régime, du système
qui sont en désaccord avec la répartition des privilèges. Ils ne se retrouvent pas. Il y en a qui veulent rentrer au gouvernement. Il y en a qui estiment que, bon, le père étant vieux, étant âgé, il faut se positionner pour sa succession. Il y en a qui estiment que, vraiment, ils ont trop donné, ils n'ont pas été récompensés, ils s'opposent. Bon, si vous appelez ça opposition, vous avez raison. Mais c'est plus sérieux. Pour nous, être opposés au Cameroun, c'est s'opposer au système. Et le système, là, il dépasse le président Biya. Ça va commencer avec lui. Ça remonte loin, Madame Melengi. Ça remonte avant les indépendances. Et l'opposition s'est construite au Cameroun sous la bannière UPCiste. L'UPC originel, ce vaste mouvement national. Je ne parle pas de ce que c'est devenu aujourd'hui, non. Le vaste mouvement national qui va nous conduire à l'indépendance et qui ne prend pas le pouvoir. C'est ça l'opposition au Cameroun, historiquement. Et l'État camerounais se construit, Madame Melengi, en bonne partie, je dis bien en partie, parce qu'il y a des évolutions qu'il ne faut pas nier, hein. Il y a des évolutions qu'il ne faut pas nier, s'est construit en partie pour empêcher la résurgence et la continuité du mouvement EPC. C'était quoi l'essentiel de ce mouvement? Qu'est-ce que Mounyobé disait? Indépendance, l'unification, élévation du niveau de vie. Si vous entendez le dire là, c'est ça. On a eu l'indépendance, elle est formelle. On est en train de la consolider. On a eu l'unité, c'est réglé. Même si les anglophones disent que, oui, c'était le premier anglophone dit que nous ne sommes pas ensemble. Mais bon, on voit ce que ça vaut aujourd'hui. L'unité n'est pas négociable. L'unité du Cameroun n'est pas négociable, Madame Melengi. Maintenant, il y a la question de l'augmentation du niveau de vie. Regardez le Cameroun depuis l'indépendance. Qui a augmenté son niveau de vie? Ah, vous me regardez? Les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Et les hommes d'affaires qu'ils ont créés. Mais qui voit son niveau de vie reculer. Mais c'est le reste du peuple, Madame Melengi. Celui, vous là, je ne suis pas sûr que dans d'autres conditions, vous vous contenterez de ce que vous avez aujourd'hui, Madame Melengi. Vous méritez mieux. Vous n'êtes pas la seule d'ailleurs. Il y a beaucoup de catégories dans ce pays, le Cameroun social, qui travaillent beaucoup, mais qui ne voient pas leurs conditions changer et avancer, Madame Melengi. Par contre, il y a d'autres qui travaillent moins, qui sont bien placés, qui sont bien nés, mais qui voient leurs conditions de vie augmenter, s'enrichir. C'est ça qui n'est pas acceptable, Madame Melengi. Et c'est pour ça que nous disons au président, cette façon de penser l'apaisement et le rattrapage de l'inflation, Monsieur le Président, n'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Parce que tout ça est centré sur l'État, sur les fonctionnaires. Vous pensiez qu'il fallait faire quoi dans ce Non, cas? c'est le modèle qu'il faut changer, Madame Melengi. Il faut changer le modèle. Alors l'État a fait tout faire. On a 6 programmes d'ajustement structurel, Madame. 6 programmes. Le président nous avait dit, je crois, le président nous avait dit en 2000 je crois, hein, 2006, je crois, que le Cameroun avait retrouvé son autonomie économique. C'est fini. Et que maintenant, on avait la capacité de définir nos politiques économiques. Ben, on a dansé. Mais le même président est venu nous dire en 2013 que, mais qu'est-ce qui se passe? Que, mais l'inertie et les compétences empêchent tout ça. Il a dit que, mais nous sommes un peuple très peu soucieux de l'intérêt général. Nous sommes un peuple d'individualistes. Et le président est passé d'un extrême à l'autre. Pourquoi? Le problème, il est quoi? Le problème, c'est que le président a des grands projets, mais la machine administrative ne suit pas. Mais ce n'est pas à nous de régler ça. C'est à lui de régler. Or, depuis, il n'arrive pas à régler. Et tant qu'il n'a pas réglé ça, Madame Melengi, il va passer le temps. Le président, malgré sa bonne volonté, et sa volonté présidentielle, que nous ne mettons pas en cause, mais il passera le temps à donner les 10%, les 5% à ses amis fonctionnaires. Et pendant que d'autres Camerounais vont continuer à souffrir. Nous, on dit qu'il faut sortir de ce modèle, Madame Melengi. Le pays est mieux pour ça, Les Camerounais sont mieux aujourd'hui, peuvent supporter un vrai gouvernement. Pas un gouvernement pléthorique, où on remplit les ministères et les ministres pour des raisons politiques, et qui coûte cher au pays, très cher au pays. On peut recentrer l'organigramme gouvernemental sur les priorités des Camerounais. C'est possible aujourd'hui. Et les Camerounais sont prêts à supporter ça. Si hier, ce type de bricolage pouvait être compris, n'est-ce pas, de raisons politiques, nous, écoutez, moi je suis un panafricaniste, vous le savez, on est bien placé pour comprendre les contraintes qui pèsent sur nos pays. Vous savez, nous on est aussi bien placés
Président, pour ne pas avaler n'importe quoi. Le contexte actuel peut-il inverser les choix des électeurs pour 2025? Vous êtes toujours dans votre affaire de... Vous êtes focalisé dans ça. Je fais le lien, Président. Je suis. Parce que les Camerounais se plaignent. La vie au Cameroun devient difficile. Se plaindre, c'est une chose. Mais croire que tel peut convertir ma plainte en amélioration de mes conditions de vie, c'est autre chose. D'accord? C'est autre chose. C'est pas la même chose. Les Camerounais sont fâchés, moi le premier. Vous savez, moi je vis dans le peuple, hein. Pas besoin de dire le peuple, moi je vis dedans. Je suis né dedans. Je vieillis dedans, comme on dit chez nous là. Les Camerounais sont très fâchés. Ils ont raison. C'est trop. On va passer 40 ans, il n'y a pas de bonnes nouvelles. C'est toujours l'ajustement, c'est toujours l'austérité. L'austérité remplace l'austérité. Après l'austérité, c'est l'inflation. Après, on dit même chose chaque jour, même chose. Oui, il y a les chocs externes, oui, il y a les tensions au Moyen-Orient, oui, il y a les tensions liées à la guerre. Mais il y a toujours des tensions, toujours. Il y aura toujours des tensions. Mais pendant qu'il y a les tensions, Madame Meligui, mais les Camerounais voient très bien qu'il y a une partie du pays qui n'est pas touchée par tout ça. Et qui sont multimilliardaires, qui volent l'argent de l'État, qui s'enrichissent d'une certaine manière, pourvu qu'ils soient bien placés, pourvu qu'ils aient des parents à Yaoundé. Ben c'est ça qui... Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Même quand, écoutez, vous savez, je pense que vous êtes une maman, à défaut de ça, vous avez de grandes responsabilités. Vous savez, quand vous avez des enfants à la maison et que vous leur dites, vous savez, c'est dur. En même temps, ils vous voient, allez vous faire des coiffures de 100 000. Allez vous offrir des plaisirs chers. Et vous venez vous rire pourquoi. C'est pas vous, je prends un exemple, que les gens comprennent. Mais ils vont vous dire que non, maman, c'est dur, mais on te voit, on voit ça. Vous ne pouvez pas faire accepter aux gens des contraintes en convoquant les alliances extérieures quand ils voient comment d'autres personnes au cœur de l'État dilapident l'argent du peuple, bousillent l'argent du pays en France et qu'ils veulent impunément. C'est ça le problème. Donc il faut, moi j'ai dit, il faut changer le cap, pas un remaniement, changer de cap gouvernemental et recentrer les priorités du gouvernement sur la satisfaction des besoins de la population, pas les équilibres avec les bailleurs extérieurs, Madame Meligui, pas soigner ses relations avec le FMI, pas chercher à dire que la signature de l'État est crédible à l'extérieur, tout ça c'est bien, mais il faut que les Camerounais voient, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle de manière caricaturale, le panier de la ménagère, une véritable amélioration. C'est compris, Président. On va mettre un terme. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci, Président, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais qu'est-ce que moi je peux pour refuser? Rien du tout, Président. Voilà. Encore heureuse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre rétrospective de l'actualité de la semaine. Donnons-nous rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve dès 7h à la première édition d'information sur Dash Télévision. Au revoir une fois de plus.